Et l'invité de la semaine, c'est Stéphanie Ladel. Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous recevons puisque vous allez nous parler de votre activité qui est un cabinet social. Mais dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours? Où êtes-vous né? Que faisaient vos parents? Etc. Alors, où je suis née? Alors, je suis née de l'autre côté de la vallée. Je suis née près de Chambéry, à Barbie, où j'ai grandi, donc près de Challes-les-Eaux. Mes parents, ma maman était au foyer, mon papa était fonctionnaire. Il a grimpé dans les échelons au fur et à mesure. Voilà, rien d'exceptionnel jusque-là. Et puis moi, j'ai eu mon petit parcours d'enfant modèle, gentille, bonne élève, valorisée par ses profs. Voilà, avec un avenir qui lui était ouvert. Donc, c'est poser la question en fait au lycée de savoir quel métier j'aurais envie de choisir. Votre papa a aussi une grosse influence sur votre Mon papa, il destinée. avait des ambitions pour moi. Oui, Mon papa, il imaginait deux voies, médecin ou avocat. Voilà, comme ça me laissait le choix quand même. ouais, presque vous avez tranché, vous avez fait entre les deux, quoi. J'ai fait entre les deux, je l'ai écouté un tout petit peu et je suis partie sur le seul métier qui me faisait vraiment vibrer. Voilà, je suis partie en fait à l'ONICEP pour tout vous dire, regarder toutes les fiches métiers, hein, puisqu'on me disait que tout m'était possible. Alors j'ai regardé tout le catalogue et puis il y en a vraiment un qui m'a plu par-dessus tout, c'est qui me semblait assez complexe pour me plaire toute ma vie. C'était le métier d'assistante sociale. Alors papa était pas très content. Tiens donc. Ma maman, elle avait confiance en moi. Elle a toujours pris sur elle et elle s'est toujours dit que ce que j'allais faire, c'est que c'était une bonne idée. Et elle m'a toujours soutenue, donc je me suis appuyée sur elle. Et puis j'ai entamé mes démarches pour devenir assistante sociale. D'accord, donc vous avez fait un DUT? Ouais, j'ai fait un DUT. Alors c'était pas simple, parce que concrètement, alors, tous les métiers m'étaient logiquement accessibles, me disait-on. Et puis, quand j'ai creusé un peu, je me suis rendu compte que la sélection était très difficile pour devenir assistante sociale. Pourquoi peu d'écoles, c'est ça? Ouais, au niveau Oui. des écoles. D'abord parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 écoles publiques qui proposaient la formation pour avoir le diplôme obligatoire. De quelle époque parlez-vous? Je parle d'il y a 15 ans en arrière. D'accord, de l'époque. Voilà, ouais, voilà. Je suis diplômée de l'an 2000, donc voilà, c'était fin des années 90. Il y avait Grenoble et Paris qui le proposaient en IUT, et puis le reste, c'était des écoles privées que je ne pouvais pas me permettre de financer. Donc j'ai rencontré des assistantes sociales, celle de mon lycée, une autre à l'extérieur, et puis bizarrement, on m'a dit que ce métier qui n'était pas très valorisant, pas très valorisé, pas très bien payé, il serait difficilement accessible à 18 ans. Je n'ai pas trop compris. Non. Je ne me suis pas forcément laissée décontenancer pour autant. Donc j'ai tenté, puis j'ai été prise aux 2 IUT en m'ayant fait une belle frayeur sur Grenoble parce que j'ai complètement foiré mon oral. J'ai complètement perdu les moyens. Voilà. Et puis j'étais sur liste d'attente, très clairement, à Grenoble. Donc je m'étais inscrite à Paris. Je m'y suis désinscrite quand j'ai été prise à Grenoble. Enfin, voilà, tout un pataquès. Et puis finalement, ouais, j'ai suivi la formation sur Grenoble à l'IUT avec cet intérêt-là que l'IUT proposait un tronc commun avec les animateurs socioculturels et les éducateurs spécialisés qui se formaient aussi. Donc c'était un moyen d'entreconnaître Vos futurs collègues? les futurs collègues de terrain, ouais, avec Oui. tous les préjugés qu'on peut imaginer sur le terrain. Beaucoup de mal à casser les identités métiers. Et puis là, bon, quelques pas ont pu être faits. Alors, tout n'est pas tout rose, hein. On reste très ancrés chacun dans nos métiers en général. Mais voilà, ça avait ce grand intérêt de suivre la formation à l'IUT de Grenoble. D'accord. Et donc, diplômée de l'an 2000, Ouais. vous en sortez amoureuse et mariée, je crois? Ouais, amoureuse et mariée. Je me suis mariée à 19 ans. Et puis, alors, amoureuse, mariée et enceinte de 6 mois. Je suis sortie de l'IUT. Voilà, parce que oui, je suis quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, qui trouve toujours que le temps est trop court. Donc, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir un bébé. Et donc, j'étais au point d'accoucher quand je suis sortie de l'IUT. Et puis, comme j'avais pas vraiment besoin de gagner ma croûte tout de suite, j'en ai un petit peu profité pour élever le fiston dans un premier temps. Et puis après, j'ai commencé à avancer dans la vie professionnelle. Et puis, je suis partie un peu sur plein de choses, avec un parcours un peu atypique, riche. J'ai été dans l'enseignement, dans le marketing, dans le commercial, dans les ressources humaines, en plus de l'action sociale, que je gardais toujours au moins en filigrane sur un plan associatif.
Et voilà, donc j'ai avancé. Puis à force d'avancer, je me suis rendu compte que je m'éloignais complètement du cœur de mon métier. Vous dites avancer de plusieurs expériences, mais dans le temps, ça a duré quand même. Dans le temps, ça a duré. Notamment, j'ai été commerciale sur InnoValley pendant 6-7 ans. Voilà, donc à côté de ça, j'étais écoutante sur une plateforme de téléphonie. Vous savez, le type de plateforme gratuite où on appelle quand on est victime ou témoin de maltraitance. D'accord. Voilà, donc j'avais une grosse activité associative. Voilà. D'accord. Ouais, mais c'est normal, il faut faire plein de choses, sinon on s'ennuie. Oui, sinon c'est pas riche. Voilà. Donc, 10 ans comme commercial, et qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic de faire autre chose, d'en revenir à votre cœur de métier ? Alors, j'ai eu la chance qu'à un moment donné, j'ai choisi de démissionner, de tout plaquer et de me poser en fait sur ce que je voulais vraiment faire. Et retrouver le cœur de ce qui me fait vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment vibrer, et puis de le faire pleinement, c'est-à-dire de me lever le matin et de le faire jusqu'au soir. Et donc je me suis créée en fait exactement la forme de ce que je voulais faire de ma vie professionnelle en créant, ce que vous disiez, cette société qui s'appelle Cabinet Social, parce que elle veut, rien que dans son nom, elle veut exprimer le concept de l'activité. C'était vraiment de proposer l'équivalent d'un médecin généraliste qui ouvrirait son cabinet médical, mais dans le domaine social. Voilà, donc pouvoir proposer aux gens qui n'ont pas forcément l'accès prioritaire aux services sociaux, en tout cas l'accès prioritaire à l'écoute qu'on pourrait leur accorder dans leurs difficultés, qui sont pas celles qui sont peut-être considérées les plus urgentes dans les services sociaux. Vous proposez aussi à des gens qui ne mettraient pas les pieds dans les services sociaux parce qu'ils s'y sentiraient très mal à l'aise, très honteux. Et il y en a finalement pas mal, qui sont invisibles parce que du coup on les connaît pas dans les institutions ou les associations. Et voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer ma goutte d'eau pour ces gens-là. Alors, vous avez créé Cabinet Social à quelle époque ? 2013. 2013, c'est relativement récent. Ça vous a pris combien de temps pour mettre ça en place, de coucher le concept sur papier ? Près de 2 ans. 2 ans ? Ouais. D'accord. Ouais, près de 2 ans. Et donc, votre activité a réellement démarré en 2013 ? Ouais. Très bien. Donc, cabinet social, à la différence d'une assistante sociale que l'on pourrait rencontrer dans le cadre d'un CCAS, dépendante du Conseil général, ou tout ce qu'on a l'habitude de connaître, on va dire. On ne s'attend pas à avoir une assistante sociale privée. Quelle est la grande différence, hormis ce que vous évoquiez déjà tout à l'heure, le pouvoir d'écoute que vous pouvez avoir ? La première différence, c'est la liberté de choisir de la part de celui qui me contacte. La liberté de me choisir, de plus me voir si je lui conviens pas, de revenir quand il veut. Voilà, il n'y a aucune notion d'obligation de tomber sur moi parce que voilà, on choisit vraiment. Il y a un choix, quoi. La première chose, c'est celle-là. La deuxième, c'est probablement la disponibilité. D'abord parce que je reçois toujours sur une heure pleine, minimum. Je ne regarde pas toujours ma montre si j'ai personne derrière. Et puis j'arrive à recevoir les gens en général 48 heures en physique. Et puis je fais aussi des consultations à distance. Et là, pour le coup, même sans rendez-vous. D'accord. Alors, je dirais que vos prérogatives sont les mêmes qu'une assistante sociale du Conseil général ou d'une autre ? C'est-à-dire que autant mes devoirs sont les mêmes, c'est-à-dire que je suis enregistrée en préfecture, à l'ARS, j'ai mon numéro ADELI, je suis soumise au secret professionnel, je suis soumise au code de déontologie puisque j'adhère à l'ANAS, qui est l'Association nationale des assistants sociaux. Je suis soumise exactement aux mêmes devoirs et puis ma signature est la même effectivement qu'une assistante sociale qui serait institutionnelle, donc mes prérogatives sont les mêmes. Mon carnet d'adresse est un peu différent forcément. Voilà. Mon carnet d'adresse, je le choisis, évidemment. J'ai aussi, par exemple, dans mon carnet d'adresse, tout un réseau de travailleurs sociaux libéraux, notamment des éducateurs spécialisés qui existent. Et puis un cercle qui s'appelle Humacitia, qui permet de coordonner, de
la parole, en fait, les échanges qu'ils peuvent avoir entre les travailleurs sociaux indépendants qui ont envie de coopérer ensemble. Voilà, donc j'ai un carnet d'adresses peut-être un petit peu différent. Enfin, chacun le construit comme il le sent. Donc, à travers votre réseau, vous êtes en train de faire un petit peu le contraire de ce que vous avez rencontré au moment de vos études, c'est-à-dire vous rassemblez maintenant les différentes branches de travailleurs sociaux. Oui, mais je crois que n'importe quelle assistante sociale le fait. Oui. Le fait forcément. On a beau. Alors tout à l'heure, je vous disais, je suis un peu le généraliste. Oui, dans une certaine interface, mais on n'est pas capable de tout faire, évidemment. Donc, si on veut bien faire, il faut effectivement savoir s'entourer et se compléter. Alors, comment ça marche concrètement ? Voilà, je suis précaire, je n'ai pas envie de m'adresser à une assistante sociale du Conseil général pour des raisons qui sont les miennes. J'ai connaissance de votre cabinet social, je m'y rends les mains dans la poche, puisque j'ai rien au fond de mes poches. Comment ça se passe ? Alors d'abord, si vous vous rendez sur place, vous risquez de ne pas me trouver. Parce que j'interviens sur Montbonneau, où est le siège de la société, mais aussi sur Hébin, donc dans le sud de l'agglomération, et sur Lyon, l'agglomération de Lyon, où j'habite depuis peu. Donc déjà, voilà, vous avez des chances de ne pas me trouver exactement là où vous m'attendez. La deuxième chose, donc en général, les gens ne le font pas. Je crois que ça ne m'est pas encore arrivé, ou en tout cas, on sait les orienter, il y a un accueil. En général, les gens m'appellent et je leur explique aussi qu'étant libérale, je suis payante. Mmh. Et c'est un sas, très, très clairement, c'est un sas où effectivement des gens ne pensaient pas devoir payer. Donc effectivement, là, très vite, je les oriente vers les institutions, les associations qui me semblent leur correspondre le mieux. Ils rebondissent très vite de cette manière-là, c'est ce qui leur convient, c'est très simple, c'est très clair. Et puis pour les autres qui sont au clair avec cette idée-là, bien on prend rendez-vous. Et puis on se rencontre, comme je vous disais, en général, dans les 48 heures qui suivent, on prend un temps ensemble. D'accord. J'en reviens toujours à la position de la personne qui a rien et qui quand même souhaite avoir affaire à vous. Est-ce que vous faites crédit ? Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé ? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé sur la base de la confiance et quasiment tout le temps, sauf la dernière fois. C'était sans problème, effectivement. Derrière, on m'a payé. Mais c'est pas, ce sera pas l'idée générale, évidemment. Et puis, très concrètement, comme vous disiez, quelqu'un qui est précaire, quelqu'un qui est sans le sou, c'est la limite en fait de mon activité qui se trouve là. Je suis en train de, justement, je ne sais pas si on en parle tout de suite parce qu'on en avait parlé en antenne tous les deux, mais je suis en train de travailler avec un tas de personnes et d'instances, dont le fisc d'ailleurs, pour essayer de mettre en place des consultations solidaires. Alors les consultations solidaires, c'est l'aveu de la limite de mon activité, qui est qu'effectivement, surtout sur les consultations à distance, il y a des gens qui... alors le schéma type, ça va être quelqu'un qui va pas bien du tout, qui va pianoter sur Internet et va me trouver, va voir que je suis joignable, va m'appeler, sera au bord des larmes, sera vraiment en grosse détresse, et puis se rend compte que il y a ce fameux blocage de devoir payer la consultation et se retrouve dépité. Et je me sens une responsabilité par rapport à ces gens-là, puisqu'ils m'ont trouvé, puisqu'ils sont arrivés jusque moi. Effectivement, toujours, de toute façon, parce que ça fait partie de mon éthique, je vais les orienter, je vais très souvent parler d'SOS Amitié, par exemple. Je fais une énorme pub à SOS Amitié tout au long de l'année. Mais ça ne leur correspond pas forcément. Enfin, je veux dire, ils ont trouvé une voie humaine en face d'eux, et c'est quelque chose de difficile que de renoncer à déverser là maintenant leur douleur. Alors du coup, mon idée, c'est de pouvoir répondre aux besoins de ces gens-là en proposant à des gens qui verraient un intérêt à donner en fait de l'argent, un peu dans le même concept que les cafés suspendus. Des gens qui n'ont pas besoin de moi, peuvent considérer qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin ou de moi ou de quelqu'un d'autre, mais là en l'occurrence ce jour-là de moi. Et aurait bien besoin de pouvoir raccrocher que quand ça va mieux. Donc, je ne sais pas si... Est-ce qu'on fait un petit parallèle avec le café suspendu pour ceux qui connaissent pas ? Pour qu'on comprenne bien qu'une consultation payée égale une consultation offerte.
Oui, ça peut être ça. Alors, c'est pas forcément mes clients qui seront donateurs. J'ai déjà des gens qui attendent le feu vert pour pouvoir participer, qui sont pas du tout des clients à moi. Mais l'idée, en fait, effectivement, dans le café suspendu, c'est que vous avez, par exemple, un sans-abri qui va rentrer dans un de ces cafés, qui propose les cafés suspendus, et va pouvoir prendre son expresso pour la simple et bonne raison qu'il y a quelqu'un d'autre un peu plus tôt dans la journée qui est venu et qui a consommé, par exemple, un expresso ou autre chose, et en a payé 2. Dans l'idée qu'effectivement, parce qu'il connaît le concept, et dans l'idée qu'effectivement, quelqu'un d'autre de moins bien loti viendra après lui et pourra profiter de ce petit moment de bien-être dont lui a été capable de profiter parce qu'il a l'argent. Donc l'idée, c'est un peu de transposer cette idée en disant des donateurs vont pouvoir donner, on va mettre dans la cagnotte. Donc je travaille avec mon expert comptable, je ne vous raconte pas toutes les choses qu'il faut mettre en place pour être sûr de ne pas faire de bêtises et être transparent. Et c'est de créer une cagnotte et que 100% de cette cagnotte-là puisse être reversée, que dans ces moments-là où on se dit, ok, la personne a besoin, elle va vraiment pas bien. Et je vous assure qu'il y en a des tas. J'en ai à peu près, aujourd'hui, une par jour qui sort dépitée. Et quand on sait que, pour vous donner juste un chiffre, alors c'est évidemment pas le vase communicant, mais il y a 30 suicides par jour en France. Ça vous laisse imaginer le nombre de personnes qui vont vraiment pas bien à un moment donné et qui auraient bien besoin de vider le truc parce qu'ils vivent un moment qui est pas marrant, où ils y voient plus clair. Et il y a une décharge en fait émotionnelle énorme à déverser et besoin d'avoir un petit cadre. Et les gens qui savent rechercher ce cadre-là qui va les contenir dans ces moments-là, c'est vraiment trop dommage en fait de les renvoyer à plus loin. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer de répondre à ces gens-là. Et l'idée, c'est d'avoir cette cagnotte qui, après, je le garantis par plein de manières différentes qu'on est en train de mettre en place et qui fait que je n'ai pas encore ouvert les dons, mais que ça devrait pouvoir se faire d'ici les semaines prochaines, normalement, pouvoir utiliser cette cagnotte pour ces gens-là. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse pour les précaires. D'accord, mais peut-être que ça va venir. Mais logiquement, avec ce système, ça devrait fonctionner. L'idée, c'est de pouvoir le proposer avec un premier objectif de 350 personnes aidées par an, donc une par jour, puisque je travaille 7 jours sur 7. Une personne par jour à laquelle je puisse répondre grâce aux donateurs. Alors justement, les donateurs, vous l'évoquiez, il y a des gens qui sont intéressés. Est-ce que ce sont des particuliers, des sociétés, des institutions? Qui est-ce? Aujourd'hui, ce sont des particuliers qui ont envie de faire partie d'une chaîne de solidarité de cet ordre-là, qui se sentent pas du tout la vocation d'écouter les gens, etc., mais qui connaissent mon travail et qui ont envie effectivement d'offrir, de faire ce geste-là, en fait, faire partie de cette chaîne de solidarité, où je serai le dernier maillon finalement. Pour ces gens-là. Les sociétés, après je peux démarcher, je peux donner l'information, faire des communiqués de presse, mais aujourd'hui non, je n'ai pas de nom de société ou d'institution qui sont prêts à financer. D'accord, pour l'instant. Oui. Et pour autant, est-ce que vous intervenez au niveau des entreprises dans votre métier? Très peu. Je le propose, mais à vrai dire, je n'ai pas tellement prospecté. Je fais des formations aujourd'hui beaucoup pour des sociétés, mais je pourrais être service social indépendant dans une entreprise, hotline d'écoute indépendante. Il y a différentes possibilités. Je peux intervenir en cellule de crise, puisque je suis formée aussi par des officiers de la gendarmerie nationale sur les cellules de crise. Oui. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, mais mon envie première, vraiment ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'arriver à développer le concept auprès des particuliers. Donc, je me suis donné beaucoup de mal sur cette première année et demie à donner l'information, à faire connaître le concept, qui n'est pas du tout imaginé. Et c'est normal, parce qu'une assistante sociale libérale, très peu de gens l'imaginent. Donc, j'ai pris beaucoup de temps à mettre en place en fait, cette communication-là. Pour pérenniser la société, ça peut être effectivement très intéressant que je parte vers les entreprises aussi. Est-ce que vous estimez comme une assistante sociale libérale que vous venez d'évoquer, ou c'est encore un autre concept, le cabinet social? Parce que des assistantes sociales libérales, il y en a qui travaillent pour des entreprises, des institutions. Il y en a beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques dizaines en France. Et effectivement, quand elles s'installent en libéral, elles s'installent pour être, en général, service social interentreprise. Les quelques précurseurs qui ont essayé effectivement d'intervenir auprès des particuliers ont rapidement mis la clé sous la porte parce qu'il y a un problème de rentabilité. Très clairement, on n'en vit pas facilement.
Moi, l'envie pour moi, c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, non plus d'être l'assistante sociale, c'est-à-dire de répondre à des gens qui se sentiraient assistés, mais de devenir ce que j'appelle en fait consultante sociale, quelqu'un qu'on viendrait consulter sur des aspects sociaux et qu'on choisirait. Et voilà, donc le glissement vers le concept de consultance en fait, est fait dans la terminologie que j'emploie, tout en sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reste avec les mêmes devoirs que n'importe quelle assistante sociale, l'obligation de diplôme et tout ce qui en découle. Et voilà. Ok. Quels sont vos clients à l'heure actuelle? Est-ce que vous avez pu... Waouh. C'est énormément de types de clients différents. Il n'y a pas une typologie de clients, c'est évident. Hein. Je fais de la polyvalence comme une assistante sociale de CCAS ou de conseil général ferait, c'est-à-dire que je présente mon éventail et puis les gens qui en ont besoin viendront m'interpeller sur telle ou telle compétence. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, je fais très très peu d'aide aux démarches. C'est-à-dire l'aide aux démarches? Vous savez, en général, l'assistante sociale, elle est vue comme un agent administratif qui permet d'accéder aux droits ou à des aides sociales. Moi, très clairement, je peux brasser certains dispositifs, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de portefeuille d'aide sociale, par exemple. Donc, on ne viendra pas me chercher sur des difficultés financières. Donc, finalement, ça squeeze complètement l'idée que je peux répondre à ce genre de demande. En général, les gens vont effectivement voir leurs interlocuteurs historiques pour ça. Vous voulez dire pour avoir de l'argent? Pour avoir de l'argent ou pour accéder à des droits? À des aides, hein, RSA, j'entendais pas. FSL, d'accord, voilà, tous les droits CAF. Je le fais peu. J'ai eu des demandes, par exemple, pour des recherches de demande de logement social, maison de retraite, des soucis de licenciement où il faut rebondir, etc. Bon, ça existe. Mais c'est finalement très peu de mon activité et je réponds essentiellement en fait à la frange entre l'écoute, qui est notre cœur de méthodologie, l'écoute, tout ce qui est soutien psychologique dans des moments difficiles et le conseil social et juridique dans ces moments-là, quand il y a litige, divorce, licenciement. Voilà. Donc j'interviens beaucoup là-dedans. Et puis, en accessoire, on fait de la démarche. On est aussi quand même je suis avec une clientèle qui est active dans sa capacité à agir. Donc en général, je suis dans le conseil et puis la démarche, elle la fait. D'accord. Est-ce que vous avez un public plutôt jeune, plutôt adulte ou plutôt senior? Les trois. Les trois? À égale proportion, ça serait À égale proportion. Ça commence à 18 ans, ça finit à 70 ans passés. D'accord. Très bien. Vous évoquiez tout à l'heure les consultations à distance. Comment ça se passe? Alors, ça se passe bien. C'est déjà pas mal. Alors là, je crois que dans la bizarrerie, je crois qu'on fait pas mieux dans ce qu'on peut imaginer de mon activité. On a l'impression que c'est très américanisé, des consultations à distance, mais où est la crédibilité, où est la confiance qu'on peut donner à quelqu'un qui fait des consultations à distance? Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été formée et j'ai travaillé pendant des années sur une plateforme d'écoute de la maltraitance. Donc je suis quand même aguerrie sur cette question-là. Et l'idée pour moi, c'était de proposer justement, notamment à un public plus jeune, des consultations en ligne, des consultations par téléphone. Et ça me permet de travailler du coup aussi très tard le soir et en week-end, puisque je le fais de chez moi. Et sur différents lieux en plus. Pour le coup, je réponds à des demandes qui viennent de France et puis même d'ailleurs. J'ai des gens qui m'appellent du Portugal, d'Espagne, d'Allemagne, de La Réunion. Voilà. D'accord. Et qui veulent se renseigner sur l'accès à leurs droits en France? Très peu, non. En général, c'est des gens qui me trouvent parce que ça ne va pas. Parce qu'ils sont dans un moment de leur vie où c'est franchement embrouillé. Et d'abord, on décante. D'abord, on pose ses valises. Et après, effectivement, arrive le conseil et les démarches. D'accord. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut aborder une chose peut-être pas très agréable? Vos tarifs? C'est pas agréable pour qui? Je sais pas, pour celui qui n'a pas les moyens, par exemple. Celui qui n'a pas les moyens, de toute façon, je pense que si je lui annonçais 3 fois moins cher, ce serait aussi bloquant, puisque le concept, il peut être bloquant en soi. Les tarifs, alors ça va de 35 € pour une consultation à distance, où on va juste poser effectivement ses valises sans que forcément j'ai des démarches à faire derrière, à 65 € pour une consultation en cabinet, où derrière, effectivement, il va y avoir des recherches, des démarches de ma part,
et non pas de la part de la personne auprès d'organismes, etc. Alors expliquez-moi par rapport au tarif que vous venez de nous donner, comment va s'opérer cette consultation solidaire suspendue? Alors les consultations suspendues, les consultations solidaires, je ne les imagine que pour des situations d'urgence, des situations de grosse détresse où effectivement laisser la personne, c'est un peu moche. Donc on parle des consultations à distance pour là où on a besoin de poser ses valises, c'est-à-dire les fameuses consultations 35 €. Je parle que de ça. Les personnes qui ont besoin d'avancer sur du document, du conseil, etc., ou des gens qui sont prêts à me rencontrer, etc., là, je ne partirai pas sur des consultations solidaires. C'est des gens qui sont capables de médiatiser en fait, la rencontre. Là, la consultation solidaire sera vraiment pour les personnes qui sont en détresse, qui en général m'appellent tard ou en week-end, qui par exemple ont parfois affaire en semaine à un psychiatre, etc. Et puis là, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Je ne suis pas psy, je ne fais pas de thérapie, etc. Mais il n'empêche que j'ai une responsabilité vis-à-vis de ces gens quand ils m'appellent. Voilà. D'accord. Pour avoir plus de renseignements, vous avez donc créé un site. Oui. Cabinetsocial.fr. C'est ça. Il suffit de taper ça dans un moteur de recherche. On ne peut On pas me se trouve tromper. partout. On vous trouve partout et en première ligne. Il n'y a personne qui a pensé avant moi à Qui se faire c'est qui appeler raide cabinet social, je ne comprends pas. Qui c'est qui irait de leur référencement pareil? Vous tapez cabinet social, hop, la première ligne, ça apparaît. Ouais. Une chose que je voulais aborder avant que nous nous quittions, parce que déjà l'heure arrive, Wow. vous faites de la formation aussi pour les travailleurs sociaux. Oui, je réponds aux besoins alors, des étudiants et puis des travailleurs sociaux, y compris ceux qui envisagent de se monter en libéral, Oui. comme moi ou d'autres. Oui. Effectivement, oui, je réponds au coup par coup, de manière très personnalisée par rapport à exactement là où ils en sont, à leurs besoins. Il y a des formations collectives qui existent ailleurs, mais ailleurs. Je considère que c'est pas... D'accord, donc c'est pas suffisamment. vous faites des formations individuelles. Mm. D'accord, que vous avez déjà réalisées? Oui. Et qui ont conduit à quoi, les gens qui ont été formés? Pour l'instant, parce que je pense que de toute façon l'existence de cabinet social est trop récente pour en dire mieux, mais à de l'avancée dans leur projet et j'espère des ouvertures prochaines. D'accord. C'est eux qui vous l'annonceront peut-être, s'ils sont sur le Grésivaudan, mais j'en ai pas beaucoup du Grésivaudan. Pourquoi pas? Oui, je veux dire, est-ce que certains vous ont dit carrément qu'ils venaient vers vous pour franchir le pas, pour devenir libéral à leur tour? Oui, bien sûr. Donc bien sûr, je ne suis pas la seule en France à avoir cette idée, je ne suis pas la première non plus. Non, mais les formes sont très, très différentes. Mais bien sûr, ça reste étonnant quand même. Bien sûr. On a du mal à faire le pont et pour en avoir parlé autour de moi, il y a beaucoup de gens qui doivent vous écouter aujourd'hui, qui sont des travailleurs sociaux parce qu'ils se demandaient comment faire mais qui me contactent, je serais ravie d'échanger. Donc, pour vous contacter, le plus simple, c'est de passer par votre site. Le site, le téléphone. Le téléphone qu'on retrouve sur le site, qu'on retrouve partout sur Internet, sur le cabinet social. Il nous reste 1 minute très rapidement. Est-ce que vous pourriez nous parler de Karoshi? Le karoshi, c'est un article que j'ai publié hier sur mon blog. Le karoshi, c'est la forme la plus extrême du burn-out, qui est une forme immédiate et mortelle, qui est le fait de mourir sur place, d'avoir trop travaillé, d'avoir trop travaillé en temps de travail sur la dernière semaine ou sur la dernière journée. Et on en meurt soit par crise cardiaque, soit par suicide. C'est horrible. Ça existe beaucoup au Japon, ça arrive en Occident, et donc je voulais en parler. D'accord. Est-ce que c'est une porte ouverte pour votre entrée dans l'entreprise? Sûrement. D'accord. Stéphanie Ladel, je vous remercie d'avoir parlé de votre cabinet social sur les ondes de Radio Grésivaudan. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.